Nous voilà de retour dans cet amphithéâtre, dans cet auditorium des archives nationales pour la deuxième demi-journée de ce colloque du comité d'histoire du ministère de la Transition écologique et de l'Association pour l'histoire de la protection de la nature et de l'environnement, la HPNE. Si vous n'étiez pas derrière votre écran ce matin, eh bien, je vous rappelle le fonctionnement de ce colloque Covid-friendly. Sur votre écran, vous avez un outil de clavardage. Vous pouvez l'utiliser pour intervenir à tout moment. Vos interventions, questions, contestations, protestations, tout ce que vous aurez à déclarer arrivera sur mon écran. Je me ferai votre porte-parole auprès des intervenants qui, eux, sont ici en chair et en os. Rémi Baud, en l'absence de Gilles Martin, c'est à vous que revient la tâche de modérer cette session d'après-déjeuner. Cette session ne s'intitule plus Quelle nature protégée, mais des partenariats reconfigurés, avec toujours un point d'interrogation à la fin. Un mot sur cette nouvelle thématique que nous allons explorer cet après-midi ? Oui, tout à fait. Donc, je commence par excuser Gilles Martin qui voulait être avec nous, mais qui a finalement été retenu dans le sud de la France. Et donc, je le remplace pour cette session. Alors, les deux premières sessions étaient consacrées, disons, au type de nature que l'on pouvait vouloir protéger. Et les deux sessions qui vont venir, donc celle de cet après-midi et puis celle de demain matin, portent sur les partenariats et donc plutôt, disons, sur les façons de se rapporter à ces différents types de nature, sur les façons de penser la cohabitation ou plus modestement la coexistence. Et donc c'est par cette idée de partenariat, on cherche à penser le vivre avec, les modalités du vivre ensemble avec les humains et les non-humains. Et donc Henri évoquait dans son texte la possibilité d'inventer peut-être un pacte de non-agression avec la nature. Il va en être question dans cette première session, puisqu'on entre d'une certaine façon dans le vif du sujet dès le début de cette session, puisqu'il va s'agir de parler des dites espèces exotiques envahissantes, de savoir si peut-être l'on peut, disons, penser des manières plus pacifiques de cohabiter avec ces espèces, peut-être en commençant par abandonner le vocabulaire guerrier qui est mobilisé pour penser leur gestion. Donc ce sera la première intervention qui nous sera proposée par Alain Dutartre et qui a été pensée avec Emmanuel Sarah également. On aura une seconde intervention qui nous sera proposée en vidéo par le géographe Robert Moutard, qui, à partir du cas des bornes à ravis en Haute-Savoie, va proposer une réflexion sur les manières de penser un partenariat qui ne prend pas la forme conventionnelle des labels institutionnels, ne prendra pas la forme d'un parc ou d'une réserve, mais qui évoquera la façon dont on peut essayer de protéger un espace en dehors de ces formes conventionnelles. Et enfin, la troisième intervention prendra une forme un peu différente, puisque, comme on l'a déjà évoqué ce matin, le colloque a été endeuillé entre, disons, la première possibilité, les premières dates, et puis cette date où il se tient finalement. Deux collègues associés au colloque sont décédés, Chantal Cans d'une part, et Jacques Lepard d'autre part, qui étaient associés à cette intervention. Et donc cette troisième intervention prendra la forme d'un hommage à Jacques Lepard qui sera prononcé par Pascal Marty, qui a beaucoup travaillé avec Jacques Lepard, et qui sera une vidéo sur la thématique proposée initialement, qui traite de la notion d'intendance des territoires. Et donc ce sera la troisième intervention. Troisième et dernière, puisqu'on a dû renoncer à l'intervention de Véronique André-Lama, qui devait parler des espaces sous haute protection, de la dialectique attractivité et protection et représentation de la nature à partir de l'exemple des hauts bassins d'Arcachon. Voilà. Tout à fait. Et donc je donne la parole tout de suite à Alain Dutartre, non sans le présenter rapidement. Alain Dutartre est aujourd'hui retraité, ex-ingénieur de recherche IRSTEA,
et membre fondateur du réseau d'expertise scientifique et technique du Centre de ressources sur les espèces exotiques envahissantes. Et il a travaillé pendant plus de 3 décennies sur la gestion des plantes aquatiques et s'est attaché depuis à développer les réflexions en direction des gestionnaires. Bonjour, merci. Donc, en fait, oui, le travail est un travail mené en coopération avec Emmanuel Sarah de l'UICN, avec qui je travaille depuis maintenant 5 ans, dans le cadre donc des activités de ce centre de ressources, UICN, OFB. Et donc, on s'était décidé à proposer quelque chose sur les espèces exotiques envahissantes pour ce colloque, en se disant, ça parle de la nature aussi. Ces espèces font partie de la nature, même si elles ne sont pas au bon endroit et si elles nous gênent. Donc, Donc en fait, ce que je vais essayer de vous présenter, c'est assez rapidement l'apprentissage en cours sur ces questions de gestion, sachant qu'on est parti de loin et qu'on est en train d'évoluer vers des réflexions qui touchent en fait à tous les liens entre les espèces et la gestion, l'administration de la nature dans ce domaine. Donc en fait, rapidement, quelques rappels quand même. Qu'est-ce que c'est qu'une espèce exotique envahissante? C'est une espèce introduite qui a le malheur de nous causer des difficultés, de créer des dommages aux écosystèmes, de créer des dommages à nos activités. Donc, on les classe comme envahissantes et on commence à se poser des questions de leur régulation, de leur éradication dans certains cas. Ces introductions d'espèces, certaines espèces de flore et de faune ont accompagné les humains depuis le déplacement sur la planète. Ça s'est multiplié depuis le XVe siècle, avec les voyages autour du globe. Et donc le bilan, vous voyez, plus de 10 000 espèces introduites d'une région à une autre, d'une région du monde à une autre, depuis cette époque, pour des raisons très diverses, des raisons qui sont les mêmes raisons qu'au départ, la nourriture, etc., mais aussi la chasse, la pêche, et puis des activités peut-être un peu que vous connaissez aussi, les questions d'horticulture, d'animaux de compagnie, et aussi y compris de contrôle biologique, c'est-à-dire introduire une espèce exotique pour réguler une espèce exotique qui nous gêne, quoi. On est vraiment dans, là encore, l'esprit de dominant, où l'homme domine la nature. Et le phénomène, évidemment, est en très forte progression depuis 2 siècles, avec une accélération encore plus importante depuis la Deuxième Guerre mondiale. Bon, c'est lié, bien sûr, au commerce international. Vous avez ici une vue du globe avec les voies de communication maritime. Il y a certaines nouvelles qui sont en train de s'installer, avec l'Arctique qui disparaît progressivement. Et le bilan, c'est en matière d'espèces introduites, donc heureusement, elles ne sont pas toutes envahissantes. Au niveau de l'INPN, le bilan actuel, vous voyez, c'est presque 1400 espèces de flore et un peu plus de 700 espèces de faune. Et là encore, ça ne concerne pas toutes les communautés vivantes de la planète, on est bien d'accord. Alors les enjeux à l'échelle mondiale, ils sont, je pense, connus d'à peu près tout le monde maintenant. Érosion de la biodiversité, des extinctions d'espèces importantes sur les îles où les communautés sont moins capables de se défendre, des impacts dans tous les domaines, biodiversité, santé, etc., avec des évaluations économiques qui sont toujours très compliquées à faire. Et par exemple, au niveau européen, ça date d'une dizaine d'années, c'était 12 milliards d'euros annuels, mais avec une valeur qui pouvait dépasser les 20 milliards, selon, ça dépendait comment on calculait tout ça. Les impacts, pareil, je pense qu'ils sont connus d'à peu près tout le monde, les compétitions avec les espèces indigènes, les modifications d'écosystèmes, des questions de santé, des nuisances et des dommages, bien sûr, aux activités humaines. Donc ce qui s'est passé quand même depuis, en particulier depuis la Convention sur la diversité biologique en 1992, c'est des efforts de coopération mondiale, on en a déjà parlé un petit peu ce matin, dans tous les domaines, à arriver à mettre en place des stratégies globales de gestion, etc., de coopération, dans tous les domaines, terrestres, d'eau douce, et puis aussi en milieu marin, avec le rapport actuel de l'IPBES, qui n'est pas encore tout à fait sorti dans sa forme finale, mais qui montre bien la nécessité quand même à la fois de comprendre ce qui se passe pour mieux agir. Alors en fait, le contexte français, dans le cadre européen, il s'est développé avec la mise en place d'un règlement en 2014. La Commission européenne a commencé à s'intéresser à cette question depuis 2008 à peu près. Donc ça a débouché sur un règlement qui s'applique à tous les États membres depuis 2014, et avec en particulier une liste d'espèces jugées préoccupantes pour l'Union européenne, donc des espèces qui causent des dommages à plusieurs États membres de l'Europe. Donc vous voyez la liste actuellement, les espèces exotiques envahissantes, il y en a 66 espèces animales et végétales au total pour l'instant, c'est pas beaucoup, mais c'est un début et c'est l'aboutissement de négociations entre États membres au niveau européen.
Et donc ça a débouché sur une stratégie nationale qui a été développée, mise en place en 2017 et qui se met en place progressivement avec toutes les difficultés, y compris les difficultés de financement pour la mettre effectivement en place. Donc on est bien devant quelque chose qui a évolué depuis quelque temps de façon relativement importante. Et je voulais en venir quand même à rappeler un certain nombre de pratiques de gestion. En fait, ces pratiques de gestion, ce qu'il faut bien ne pas oublier, c'est que ces espèces, elles occupent des territoires, elles sont quelque part, soit elles s'installent, on peut les repérer quand elles arrivent, soit elles sont déjà installées depuis très longtemps, elles occupent de vastes territoires. Et on peut se retrouver avec des difficultés auxquelles on ne pense pas nécessairement. Et vous voyez ici, par exemple, c'est une prairie humide au départ, avant l'invasion des Jussies, en Brière. Et le collègue nous a aidés, il n'est pas debout, hein, mais il est accroupi, mais on voit bien la difficulté. Là, on est devant une prairie qui était une prairie humide pâturée en pâturage extensif, qui n'est plus pâturable parce que les Jussies ne sont pas consommées par le bétail. Donc on est bien devant des problèmes qui sont des problèmes localisés sur lesquels on a à intervenir de façon précise. Alors en fait, les milieux, les regards, tout ça, ça a pas mal changé, mais en fait, ces espèces, elles peuvent coloniser potentiellement tous les écosystèmes des humains, que ce soit les plus urbains ou plus sauvages, parce qu'en fait, elles sont capables de se disperser de façon extrêmement rapide et importante. Il y a une sélection naturelle qui se fait, hein. Les espèces les plus efficaces arrivent à devenir très envahissantes. Et en fait, on aboutit à des milieux, à des colonisations de milieux naturels qui, il y a quelques décennies, n'étaient pas tellement jugés intéressants, parce qu'il n'y avait pas d'utilisation humaine intensive, ce n'était pas des milieux agricoles, des milieux urbains ou périurbains. Et ces espèces se sont mis à coloniser de plus en plus des milieux dits naturels, ceux qu'on utilisait de plus en plus pour les loisirs, pour la pêche, la chasse, etc. Et ça a fini par poser un gros problème par rapport au regard porté par l'ensemble de la société sur les besoins de nature, etc. Avec des nuisances de plus en plus perçues et donc des demandes croissantes d'intervention. Les gestionnaires se sont retrouvés avec des demandes de la société qu'ils pouvaient difficilement éviter. Avec en plus le fait qu'il y avait des stratégies sur lesquelles il fallait réfléchir, donc à quel moment intervenir. L'idéal, ça serait de la repérer quand l'espèce arrive juste et d'intervenir pour l'enlever, l'éradiquer, mais c'est extrêmement rare. Et donc après, on se pose des questions de stratégie, de régulation, c'est-à-dire de maintenir ces espèces dans des conditions qui sont qu'on pourrait juger acceptables localement. Et donc cette évolution de pratique, je vous ai mis un certain nombre de photos avec Emmanuel, on vous a choisi un certain nombre d'images pour montrer les pratiques en question. Et c'est vrai que les pratiques au départ, elles étaient toutes pour la plupart issues de l'agriculture, c'est-à-dire c'était traiter des mauvaises herbes, éliminer des nuisibles pour la flore et la faune. Et c'était des pratiques qui étaient au départ complètement acceptées. On a utilisé des herbicides en France pendant très longtemps. Il y avait une photo qui montrait ça. Et en fait, après une transposition des pratiques agricoles, des pratiques habituelles depuis le début du siècle, du XXe siècle, on a assez rapidement, enfin depuis maintenant à peu près 3 décennies, on a commencé à se poser des questions, donc avec une évolution nécessaire liée à l'évolution des regards portés sur ces pratiques elles-mêmes. Et donc, en fait, ce qui a accompagné tout ça, c'est qu'il y avait aussi un besoin de coordination qui s'est mis en place progressivement en métropole et dans les territoires d'outre-mer. Vous avez ici deux cartes qui présentent très rapidement ces coordinations qui se mettent en place. Elles ne sont pas présentes partout, mais elles sont en train de s'installer de façon régulière. Et les stratégies actuelles de gestion des espèces envahissantes s'installent au niveau régional maintenant de plus en plus. Alors l'évolution des pratiques, en fait, c'était à la fois des changements de regard. Au départ, c'était la demande des gestionnaires, c'était enlevez-moi ça, débarrassez-moi, je ne veux plus les voir. Au bout d'un certain temps, tout le monde s'est rendu compte que ce n'était pas possible dans beaucoup de cas, donc ok, on va essayer de réguler ça, de maintenir ça à un niveau acceptable. Ce qui a accompagné tout ça, c'est vraiment des expérimentations, des échanges d'informations et qui a permis la mise en place d'une communauté de gestion. Alors, ça discutait entre quelques chercheurs, pas mal de gestionnaires et puis des intervenants de terrain. Et puis, ce qui a été aussi positif, c'est qu'il y avait de moins en moins de transposition de recettes, c'est-à-dire quelque chose qui avait marché dans tel type de milieu, certains l'appliquaient sans réfléchir, dans d'autres milieux, ça ne donnait pas les mêmes résultats, évidemment. Et ça progressivement, ça a diminué, et la multiplication des échanges entre ces personnes et entre ces groupes a permis justement que de moins en moins il y ait d'erreurs commises, d'erreurs d'évaluation commises sur telle ou telle espèce ou tel milieu.
Donc l'évolution des pratiques aussi, elle s'est portée vers de nouveaux objectifs, c'est-à-dire analysons aussi les impacts des interventions qu'on mène. Et ça a permis aussi, dans certains cas, de travailler différemment. Qu'est-ce qu'on voulait comme biodiversité au bout du compte? Quelles étaient les possibilités de résistance, de résilience des écosystèmes face à certaines invasions? Et en plus, ce qui a contribué à l'évolution positive, c'est qu'il y a des choix stratégiques qui sont de plus en plus affirmés, c'est-à-dire que la plupart des gestionnaires sont maintenant convaincus que si on ne peut intervenir en termes d'objectifs d'éradication que si on repère l'espèce au moment de son arrivée, donc ça arrive dans quelques cas quand même. Et puis sinon, on était amené à réguler, c'est-à-dire à intervenir de façon régulière, sans doute en améliorant les pratiques, mais de manière régulière, pour limiter les nuisances causées par les espèces aux usages, aux écosystèmes, etc., de façon à ce que ces nuisances soient considérées comme acceptables. Et puis, j'ai contribué à ça aussi depuis une dizaine d'années, à essayer de renforcer l'interface entre gestion et recherche, c'est-à-dire amener un certain nombre de chercheurs à participer à des débats, à des échanges avec les gestionnaires, pour justement que les acquis de connaissances scientifiques en matière d'écologie, de biologie, mais aussi en matière de sciences humaines, puissent aider les gestionnaires à améliorer leurs pratiques, à améliorer leurs relations avec le public, etc. Et donc, en fait, c'est ce qu'on continue à faire en essayant de rendre ça plus positif dans toutes les disciplines. Il ne s'agit pas seulement de biologie, d'écologie, mais aussi de sociologie, d'économie, etc. On a besoin de tout ça pour faire évoluer correctement les choses. Et puis, il y a aussi les questions d'une évolution sémantique nécessaire. Le langage médiatique est toujours très guerrier et médical en matière d'espèces décomvaissantes, la guerre, etc. Je vous ai mis exprès 2 exemples. Mais c'est vrai que appeler une espèce envahissante, l'appeler cancer vert, c'est un peu facile, c'est très médiatique, ça fait du buzz, mais ça n'a aucun sens parce que ça crée une vision complètement déformée des choses. Donc en fait, l'objectif qu'on poursuit, nous, c'est d'arriver à ce que les gens considèrent qu'il va bien falloir vivre avec. Dans la plupart des cas, ça va être nécessaire. Alors en matière de développement de bonnes pratiques, évidemment, depuis une vingtaine d'années, il y a eu un certain nombre de travaux menés en matière de prévention, de biosécurité, donc de l'information dans tous les domaines. Et vous avez ici, en haut à droite, une affiche récemment mise en place avec la Fédération française de voile, avec qui on a essayé de développer un certain nombre de relations. Des codes de conduite. 3 minutes. Oui. Des codes de conduite et puis aussi des alternatives en matière de plantation d'espèces, d'horticulture, avec des espèces végétaux locaux, végétaux indigènes à installer plutôt que des espèces exotiques. Donc en fait, il s'agit bien de poursuivre un apprentissage. En tout cas, moi, c'est ce que je défends depuis longtemps. On est bien toujours des apprentis dans ce domaine-là. Et les améliorations sont constantes, heureusement. Le bilan, ça montre ça quand même, à la fois réglementation, etc. Les réseaux sont de plus en plus dynamiques et on a aussi maintenant la nécessité de les coordonner mieux, de les organiser mieux. Il y a beaucoup d'actions de prévention qui sont mises en place. Et puis, la prise de conscience, elle est quand même assez notable. Et on est bien devant l'émergence d'une communauté nationale d'acteurs sur le sujet. Et en fait, une des questions qu'on se pose, c'est comment devenir gestionnaire. Gestionnaire au sens administrateur de la nature. Il reste pas mal de choses à résoudre qu'on n'a toujours pas résolues. En matière d'acceptation sociale, le fait de tuer des animaux, parce qu'ils sont exotiques et envahissants, le fait de détruire des plantes dans les milieux, quelquefois elles sont belles en plus, donc c'est pas très simple. Il y a toute la question des animaux de compagnie qui se multiplient, il y a une gamme d'animaux de compagnie qui devient de plus en plus importante. Et puis il y a le fait qu'on est un certain nombre encore à considérer que la nature est un très beau décor pour nos activités sans s'occuper de la qualité du système de la biodiversité. Et donc le devenir gestionnaire, c'est en fait, on a à se poser des questions en matière de non plus gérer les espèces, mais essayer de voir de quelle manière on peut gérer les systèmes, dans les espaces, les écosystèmes dans lesquels se développent ces espèces. On a aussi à régler, et je pense qu'on n'y arrivera pas, mais ça vaut le coup d'essayer quand même, c'est comment on va pouvoir s'adapter avec le changement climatique en train d'arriver, à l'évolution des invasions biologiques, au fait que ces espèces jouent des rôles écosystémiques, elles ont des fonctionnalités comme n'importe quelle espèce. Est-ce que certaines d'entre elles ne vont pas pouvoir nous aider dans le futur à résoudre certains problèmes de fonctionnalité de nos écosystèmes? Donc en fait, la question c'est comment est-ce qu'on pourrait réfléchir en termes d'administrateurs de biens communs qui nous environnent, mais en traitant toutes les espèces de la même manière. On a parlé de conservation ce matin. Pour ma part,
quand on intervient pour conserver, pour protéger une espèce en démolissant certains éléments de l'environnement qui se modifient, je pense aux pelouses calcaires où on empêche la forêt de se réinstaller, etc., il faudrait vraiment qu'on arrive à discuter de manière transversale. J'ai eu depuis 3 ou 4 ans un certain nombre de débats avec les promoteurs de la conservation de certaines espèces qui reprochent je ne suis pas un prosélyte de la gestion des espèces envahissantes, c'est le sujet sur lequel je travaille, qui en fait, le discours c'était tout cet argent dépensé pour rien à gérer les Jussies ou telle autre espèce, ça serait mieux si on le mettait dans la restauration des milieux. Et moi de répondre, mais elles sont là ces espèces, et si on ne les enlève pas, le milieu va évoluer, alors comment est-ce qu'on fait quoi? Donc, Je voudrais conclure. Voilà, j'ai quasiment terminé. Voilà, je voulais terminer là-dessus, ça me paraissait important d'ouvrir de cette façon-là. Puis, vous allez... Ah, tiens, je ne sais pas ce que j'ai fait là. J'ai plus le... Peu importe, les internautes l'ont sur leur écran, eux. Ben oui, mais alors, donc je voulais juste... Voilà, je voulais juste... Mais j'ai plus de... Vous pouvez passer à la suivante? Voilà, je voulais juste présenter, c'était une page de publicité pour le centre de ressources, parce qu'en fait, ce qu'on essaie de faire justement, c'est de transmettre le plus d'informations possible à la fois à l'interface gestion et recherche, en travaillant, diapo suivante, voilà. Donc, je voulais juste terminer comme ça, sur le centre de ressources, ce qu'on essaie de faire, c'est justement de développer cette interface gestion-recherche, voilà. Désolé de... Merci, oui. Vous n'êtes pour rien. Vous n'êtes pour rien dans les caprices de la technique. Merci beaucoup, Alain Dutartre. On va tout de suite... oui, on a le droit d'applaudir quand même, oui. Donc, il y aura un certain nombre d'échanges et de questions-réponses à l'issue de la session. Rémi, on part au sport d'hiver, là ? On part au sport d'hiver, tout à fait, de façon un peu prématurée. Mais donc, on part, comme je l'avais annoncé, en Haute-Savoie, pour écouter l'intervention proposée par Robert Moutard, aménager les territoires et protéger les espaces naturels, une compatibilité introuvable. Donc, Robert Moutard est géographe, agrégé docteur en géographie de l'université Jean Moulin Lyon 3, et sa thèse de doctorat était consacrée au paysage des bornes aravis, à l'évolution des dynamiques territoriales et aux enjeux pour le tourisme. Et il est normalement derrière son écran et il peut répondre il pourra répondre à toutes les interventions comme tous ceux qui sont derrière l'écran, c'est-à-dire par le clavardage, et je me ferai son porte-parole. Bonjour Robert Moutard, vous êtes à Thônes, je crois, dans les Aravis. Effectivement. Et c'est bien de la chaîne des Aravis dont vous allez nous parler et de cette compétition entre les objectifs d'une forme de développement économique et la protection des espaces naturels. C'est cela même. C'est à vous. Cette contribution est conçue comme une démarche géographique et elle propose une étude de cas de dynamique spatiale à enjeux environnementaux constatés dans un massif préalpin de Haute-Savoie. Ces thèmes sont notamment en lien avec les 2 derniers mots de l'intitulé de ce colloque, nature ordinaire. La problématique essentielle s'articule toutefois autour des enjeux de pouvoir à propos de la conversion d'un site Natura 2000 en réserve naturelle et de la gestion de la faune sauvage sur un autre site Natura 2000. Le terme de nature revêt pour les géographes une signification qui diffère quelque peu de celle que lui donne le langage courant. Ainsi, le 11 août 2020, l'écologue Anne-Caroline Prévost, lors d'une émission diffusée par la chaîne de radio France Inter, prolongeait le débat philosophique bien connu sur la distinction nature-culture en s'interrogeant sur la perte d'inclure les éléments anthropiques dans le concept de nature. Elle déclarait qu'elle répondait positivement pour sa part à cette question, en précisant cependant que tel n'était pas le cas pour certains de ses collègues. Pour le géographe Jean-Robert Pitt, la réponse est claire. La géographie s'intéresse à tout ce qui se voit et se perçoit par les sens. Les reliefs, les eaux, les masses d'air, la vie sous toutes ses formes, en particulier les humains
et leurs artefacts de plus en plus imposants. L'angle de vue géographique adopté dans cette étude conduit à aborder les espaces de nature par leur paysage. Or, dans les régions de montagne où nous sommes, la charpente paysagère est le relief, qui renvoie à la géomorphologie. D'où la prise en compte des éléments abiotiques des milieux naturels, composantes oubliées au profit des sols biocénoses dans la plupart des ouvrages guides dédiés aux espaces naturels. Quant à l'acception de nature ordinaire, on peut se référer, là encore, aux propos d'Anne-Caroline Prévost, qui la définit comme l'ensemble des espèces vivantes qui nous entourent, avec lesquelles on vit en permanence, sans forcément en avoir conscience et sans forcément les voir, ni les percevoir, ni les ressentir, par la force de l'habitude en quelque sorte. Mais en cette contrée montagnarde, comme le montre ce paysage somme toute assez esthétique du domaine skiable du Grand Bornand, il convient de prendre le terme d'ordinaire, non pas comme synonyme de banal, mais plutôt comme désignant des espaces ne faisant l'objet d'aucune protection institutionnelle. Parmi les massifs préalpins, les bornes Aravis se manifestent par une exception, une relative sous-dotation en espaces protégés. Cette carte a été publiée par la région Rhône-Alpes en 2013. Elle est toujours d'actualité et répertorie et localise les parcs naturels régionaux et nationaux. Le massif des bornes Aravis, qui en est dépourvu, n'y figure pas, ce qui l'occulte totalement à la connaissance des touristes amateurs d'espaces naturels. Le Chablais n'est pas mentionné, puisqu'il ne comporte lui non plus aucun parc naturel. En revanche, ce massif est aujourd'hui labellisé en géoparc par l'UNESCO. Ce croquis cartographique de synthèse confirme la sous-dotation en espaces protégés que faisait ressortir la carte précédente. Comment expliquer une telle lacune? Entre les Bauges et le Chablais, qui sont vus chacun attribuer un géoparc, les bornes Aravis en sont dépourvues. Est-ce à dire qu'ils manquent de géosites remarquables? Au contraire, ceux que l'on peut recenser dans notre massif peuvent aisément soutenir la comparaison en nombre, en qualité esthétique et en signification scientifique avec ceux que l'on rencontre dans les deux entités montagnardes voisines. En témoigne cet exemple de chevron de calcaire à faciès urgonien au profil parabolique, significatif de plis dissymétriques subalpins dont il est le vestige. On ne lui connaît, à l'échelle de toutes les Alpes, qu'un seul équivalent dans le massif de l'Alpstein, dans le canton suisse d'Appenzell. Quant au comte des Aravis, cet ensemble d'une quinzaine de vallées contiguës, toutes parallèles entre elles et perpendiculaires à la ligne faîtière de la chaîne, façonnées par des glaciers aujourd'hui disparus, elles n'ont, elles, aucun équivalent dans tout l'arc alpin. Construire des itinéraires de découverte de sites géomorphologiques remarquables serait beaucoup plus facile que de postuler, en bonne et due forme, pour un nouveau géoparc. Mais les élus locaux considèrent cette suggestion comme bien anecdotique en regard de leur projet de développement de domaines skiables. Le site Natura 2000 des Aravis est d'ailleurs scindé en deux modules. La lacune qui les sépare est spécifiquement destinée à permettre l'extension du domaine skiable de la Clusaz. Les aménagements déployés dans cet espace interstitiel finissent par conférer à la nature montagnarde un caractère d'ordinarité par une accumulation d'équipements techniques fixes qui constituent le décor usuel des lieux dédiés à la pratique du ski alpin. Nous sommes ici au cœur d'un véritable parc de jeux pour citadins. Dans cette lacune qui tronque le site Natura 2000 des Aravis, la combe de la Creuse, voisine de celle de Balme, est promise au même sort, bien qu'elle soit pour l'heure encore vierge. La situation géographique des bornes Aravis au sein d'une constellation d'agglomérations urbaines en fait un lieu de récréation tout désigné pour des citadins en quête d'antidotes aux effets de leur cadre de vie quotidien. Une occasion exceptionnelle s'est pourtant présentée en 2011 pour que les Aravis deviennent réserves naturelles. Il s'agissait alors d'apaiser les tensions suscitées par la candidature d'Annecy à l'accueil des Jeux olympiques d'hiver de 2018. Face à une hostilité non négligeable à cette candidature,
le président de la République d'alors a proposé de classer les Aravis en réserve naturelle. Mais la réaction des élus locaux s'est avérée franchement hostile, comme on peut le lire sur les textes qui suivent. Dès la fin de 2011, le projet a été rangé dans les archives des bonnes intentions, après l'échec de la candidature anécienne aux Jeux olympiques d'hiver pour 2018. En fait, la crainte des opposants à la création de la réserve était de ne plus pouvoir donner libre cours au projet d'aménagement des domaines skiables. 8 ans plus tard, ces projets ressurgissent dans le cohérence territoriale Fier Aravis, marquant un retour en force du paradigme de l'or blanc qui prévalait il y a plus d'un demi-siècle. Ceci sans tenir compte de l'évolution climatique constatée et modélisée pour le moyen terme. C'est ainsi que 8 unités touristiques nouvelles apparaissent, avec notamment des liaisons interdomaines, pour aboutir à un ensemble d'une étendue comparable à celle d'entités touristiques concurrentes d'autres massifs de la Haute-Savoie. Sont prévus également 2 villages de vacances, l'un de 1100 lits, l'autre de 1500. De plus, un ascenseur valléen, c'est-à-dire un téléphérique à haut débit, reliera Thônes, ville-centre du territoire, au plateau de Beauregard, pourtant classé en site Natura 2000, mais porte d'entrée du domaine skiable de la Clusaz. Enfin, seront créées de nouvelles pistes avec leurs équipements en remontée mécanique et lacs artificiels dédiés à la neige de culture. Cette prolifération d'unités touristiques nouvelles, fondée sur des modèles en vogue il y a 60 ou 70 ans, n'a pas manqué de susciter une avalanche de contestations qui se sont exprimées lors de l'enquête publique à laquelle était soumis le schéma de cohérence territoriale. Les collectifs protestataires se sont constitués, les organismes de forte notoriété tels que la Fédération nationale de l'environnement, Mountain Wilderness, la mission régionale d'autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes n'ont pas dissimulé leurs critiques. Cette affaire a ravivé le clivage entre regard et volonté exogène et regard endogène porté sur le devenir du territoire des 12 communes des Aravis et de leurs abords. Parmi les regards exogènes, les plus critiques, celui du préfet de la Haute-Savoie s'avère particulièrement acéré, comme on peut en juger par son communiqué officiel. Face au retour de tels paradigmes anciens comme accélérés dans l'esprit d'une véritable course contre la montre avant que la neige ne vienne à disparaître, quelles alternatives peut-on envisager? C'est essentiellement dans le domaine de la nature ordinaire que s'expriment actuellement des dynamiques et des initiatives aussi informelles que spontanées pour le maintien ou l'amélioration de la qualité du cadre de vie. Parmi ces dynamiques territoriales, la plus ancienne et la plus déterminante est structurelle dans le fonctionnement économique du massif. Il s'agit de l'agropastoralisme. Cette vue oppose 2 évolutions possibles de la nature ordinaire. À gauche, dans un secteur abandonné par les pâtures, à droite, une prairie exploitée par broutage et fauche. Là encore, dans cette prairie, nous nous trouvons en zone de nature ordinaire. Elle permet de se rendre compte du fait que l'entretien des paysages est le corollaire précieux de l'activité agropastorale, dont il est bien plus qu'une prestation annexe. En son absence, cette prairie serait couverte de ronciers. L'intercalation de prairies dans les espaces boisés multiplie à leur lisière des lignes complexes d'écotones, qui sont des foyers de biodiversité. Là où l'on retrouve un certain antagonisme entre agropastoralisme et protection des espaces naturels, et notamment gestion de la faune sauvage, ce fut en 2012. Des cas de brucellose ont été transmis par les bouquetins aux vaches laitières, apparaissant au Grand Bornand dans le berceau historique du reblochon fermier. Un troupeau entier a dû être abattu. Dès lors, la préfecture de Haute-Savoie a obtenu des dérogations au statut d'espèce protégée de Capra ibex, le bouquetin, sur le territoire du Grand Bornand pour procéder à des prélèvements de cet animal. 482 ont été réalisés depuis 2012. Une telle question constitue une cause supplémentaire d'opposition
entre autochtones et intervenants exogènes, comme Animal Cross. Cette association de protection de la faune sauvage vient d'obtenir, aux grandes dames des éleveurs, la suspension par le tribunal administratif de Grenoble d'un récent arrêté préfectoral autorisant la capture éventuellement suivie d'euthanasie, après test de dépistage de brucellose, d'une 50aine de bouquetins à l'automne 2020. On remarquera que, contrairement à ce qui s'est passé lors de l'affaire du projet de réserve des Aravis en 2011, les autorités institutionnelles, en la circonstance, ont fait, en quelque sorte, cause commune avec les acteurs locaux. En territoire de nature protégée, des initiatives privées de préservation de la faune et de la flore commencent à monter en puissance. Ainsi, en 2019, en lisière du site Natura 2000 de la Tournette, une association s'est constituée pour acquérir 10 hectares de forêt où seraient exclues les activités cynégétiques ainsi que les coupes rases nuisibles à l'entretien de la biodiversité. Le projet a obtenu des financements participatifs dépassant les espérances des organisateurs. Cette action est une réplique de celle de l'Association pour la protection des animaux sauvages qui a créé la réserve de vie sauvage du Vercors en novembre de la même année. Pourtant, les chasseurs peuvent eux aussi prendre des initiatives, même si elles ne sont pas dépourvues d'intentions implicites, en faveur de la reproduction de l'avifaune. Ce broyage en mosaïque, dans la lande aéricacée du Grand Bornand, hors des sites Natura 2000, a pour but de dégager des couloirs de circulation pour les parades nuptiales du tétralyre. L'opération a été réalisée avec le concours actif des associations de chasse. Toujours en zone de nature ordinaire, des structures associatives à mission didactique et pédagogique, soutenues par les collectivités locales, s'emploient activement à promouvoir la connaissance des milieux naturels. C'est le cas ici de l'écomusée du bois et de la forêt de Thônes. Accueillant des lycéens dans un camp de nature sur le site Natura 2000 du plateau de Beauregard, l'écomusée du bois et de la forêt de Thônes les forme à devenir en quelque sorte des ambassadeurs des milieux naturels auprès des promeneurs et randonneurs qu'ils rencontrent. À la question de savoir s'il convient d'ajouter au site Natura 2000 des bornes Aravis un géoparc ou une réserve naturelle, voire un parc naturel régional, le géographe Samuel Desprats apporte la réponse de principe suivante, que l'on peut lire ici. La même transcendance qu'il évoque pourrait-elle permettre de dépasser deux dichotomies qui gênent la valorisation des milieux naturels, à savoir la dichotomie nature-société, le clivage à la fois idéologique et géographique entre les regards exogènes qui privilégient la préservation de la nature et les tendances endogènes à considérer cela comme une entrave au développement du territoire. Il convient en effet de tendre vers une convergence, une symbiose entre des politiques d'origine autochtone et d'origine extérieure, afin de garantir la pérennité du capital de beauté des bornes Aravis. Toutefois, il apparaît souhaitable d'étendre les espaces protégés et de déplacer le statut de ceux qui existent déjà vers les degrés réglementaires supérieurs, garantissant davantage leur préservation. Ainsi, leur labellisation institutionnelle les préserverait des initiatives d'aménageurs utilitaristes, adeptes d'un mode de développement économique fondé sur des paradigmes vieux de plus d'un demi-siècle et qui menacent à terme l'attractivité du territoire. En somme, une telle garantie institutionnelle protégerait ces acteurs contre eux-mêmes. Je vous remercie de votre attention. Merci Robert Moutard et espérons que les acteurs du territoire sauront entendre votre sagesse pour être protégés contre eux-mêmes. Voilà, on remercie donc Robert Moutard. On revient pour quelques secondes ici dans l'auditorium des Archives nationales, pour quelques secondes seulement, parce qu'on va repartir tout de suite. Rémi, où est-ce qu'on va ? Il faut allumer le micro.
marche mieux. On va écouter donc cette intervention intitulée « L'intendance du territoire, le commun outil stratégique pour la conservation », qui, je le rappelle, est donc prononcée en hommage à Jacques Lepard, qui va être prononcée par Pascal Marty et qui, à l'origine, était une proposition à plusieurs voix, rassemblant Claudie Houssard et Sonia Bertrand du Conservatoire d'espaces naturels du Languedoc-Roussillon, et Jacques Lepard, qui, j'imagine, va être présenté dans cette vidéo, et donc qui était ingénieur de recherche en sciences écologiques au CNRS et qui a notamment beaucoup travaillé au sein du Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive sur l'écologie des populations, l'écologie des paysages et le rôle des activités humaines dans la dynamique des écosystèmes méditerranéens. Et Pascal Marty, qui va donc proposer cette intervention, est quant à lui professeur de géographie à l'ENS de Lyon, après avoir été chargé de recherche au CNRS. Et donc, nous l'écoutons immédiatement pour cette intervention sur l'intendance du territoire. Cette présentation vise à réfléchir à l'intendance du territoire et au commun comme outil stratégique pour la mise en œuvre d'actions de conservation. Mais avant toute chose, nous souhaitons rendre hommage à l'un des co-auteurs, Jacques Lepard. Cette présentation est due pour l'essentiel à son travail et à ses idées. Nous aurions aimé qu'il puisse être là pour en parler lui-même. Nous voulons rendre hommage à son investissement continu pour la conservation, en tant que scientifique et dans l'action en tant que président du conservatoire. Jacques Lepard a été un scientifique toujours soucieux du lien entre la science et le monde. Il a fait partie des chercheurs qui ont construit un lien entre l'écologie et les sciences humaines et sociales, qui ont œuvré à un rapprochement qui a apporté beaucoup à la mise en œuvre concrète d'actions de terrain en faveur de la biodiversité et des paysages. Il a eu le courage et la curiosité intellectuelle nécessaires pour construire ces ponts. Jacques est resté actif, curieux, inventif jusqu'au tout dernier moment. Nous voulons ici le remercier de tout cœur. La mise en œuvre d'actions de conservation se situe dans un contexte qui est celui de la crise de la biodiversité, avec des processus bien connus à l'échelle globale, dans le cadre des changements environnementaux globaux. Mais la crise de la biodiversité met aussi en œuvre une réflexion sur les dynamiques socio-environnementales, locales ou régionales. C'est en effet à cette échelle que se construisent une grande partie des réponses et des instruments. Ces instruments relèvent de grandes politiques publiques, mises en œuvre souvent à échelle nationale et déclinées à échelle locale. Parmi les réponses et les instruments figurent aujourd'hui plusieurs outils qui mobilisent des instruments de marché et qui sont cruciaux pour l'obtention de financement pour la mise en œuvre d'actions de conservation. Ce contexte fait réfléchir tous les acteurs associatifs engagés dans la conservation de la biodiversité. Parmi ceux-ci, les conservatoires d'espaces naturels, depuis longtemps engagés dans ces actions. Leur regard et leur réflexion sur les instruments et les politiques publiques mises en œuvre sont souvent critiques, notamment vis-à-vis du déploiement des instruments de marché et des contraintes en termes de financement. Pour cette raison, la présentation d'aujourd'hui aborde l'intendance et le commun comme étant des leviers d'action alternatifs ou combinés avec des politiques publiques déjà mises en œuvre. Pour mener cette réflexion, nous proposons d'abord
d'aborder les regards et les perceptions des acteurs gestionnaires, et en particulier des conservateurs d'espaces naturels, à la croisée des chemins entre différentes visions et différentes options de gestion. Et dans une deuxième partie, nous aborderons l'intendance et le commun comme étant des leviers possibles, des opportunités pour la mise en œuvre de la conservation. Les conservateurs d'espaces naturels, de par leur mission et leur engagement dans la préservation et la gestion de la nature dans les territoires, sont des acteurs essentiels de la réflexion sur les outils et les politiques publiques de conservation de la biodiversité. Le réseau des conservatoires d'espaces naturels est un dispositif très important pour la conservation de la biodiversité en France. Les 24 ou 29 conservatoires d'espaces naturels sont autant d'associations gestionnaires d'espaces naturels qui œuvrent depuis 1976. La loi Grenelle de 2010 leur confie un certain nombre de missions et les renforce: la préservation d'espaces naturels et semi-naturels, la mise en œuvre de connaissances, l'opérationnalité d'une gestion par la maîtrise foncière et la maîtrise d'usage, et la valorisation du patrimoine. Les conservateurs d'espaces naturels agissent dans le cadre d'un agrément conjoint entre l'État et les régions, avec notamment la possibilité d'agir en complément de l'action de l'État. Leur budget est important, 55 millions d'euros en 2018. Il dépend des politiques territorialisées et il dépend aussi des alternances électorales. Il est soumis à un certain nombre d'inégalités, notamment régionales, en fonction des moyens consacrés à la conservation. Les conservatoires aujourd'hui, ce sont 3500 sites gérés qui représentent 161 000 hectares, répartis de manière relativement homogène dans l'ensemble du territoire français, à l'exception de quelques régions. Les locations par baux de longue durée et les acquisitions représentent une partie de ces sites, mais des accords pour la maîtrise d'usage et la maîtrise foncière représentent l'essentiel des sites aujourd'hui gérés par les conservatoires d'espaces naturels. Les conservatoires sont aujourd'hui à la croisée des chemins dans la mesure où leur réflexion porte sur les différents moyens de mettre en œuvre la conservation de la biodiversité. Des études réalisées par enquête auprès de responsables et de gestionnaires dans les conservatoires montrent un certain nombre d'éléments s'agissant de la position des conservatoires vis-à-vis des choix de conservation. On remarque effectivement le poids croissant dans les choix publics des arguments utilitaristes et des arguments économiques. On remarque que les politiques de compensation écologique et les logiques de compensation sont de plus en plus importantes et qu'elles soulèvent des questionnements et des inquiétudes, notamment vis-à-vis des formes de marchandisation et de mise en concurrence des acteurs de la conservation, éléments qui ne coïncident pas avec ce que les conservatoires souhaiteraient pouvoir mettre en œuvre, un renchérissement du prix du foncier qui est une contrainte à la mise en œuvre de solutions, autant de choses qui peuvent affecter des fondements, des modalités de conservation et de gouvernance de la biodiversité. En particulier, les conservatoires souhaitent être actifs aussi s'agissant de l'offre de compensation. Pour cela, un certain nombre d'actions sont envisagées. Un projet de fondation reconnue d'utilité publique est en cours. Il permettrait aux conservatoires de faire des offres lorsqu'il y a des actions de compensation à mettre en œuvre, de pouvoir signer des accords. Ceci se faisant dans le respect des valeurs éthiques des conservateurs d'espaces naturels, c'est-à-dire la possibilité de donner la parole et de l'autonomie aux acteurs des territoires.
On peut présenter l'intendance du territoire comme un réseau d'actions, avec d'abord des liens entre des acteurs territoriaux, des propriétaires, des usagers de l'espace, agriculteurs, chasseurs, forestiers, pêcheurs, en lien avec des animateurs porteurs de projets pour l'organisation d'intendance du territoire, des associations, mais aussi des collectivités locales. Ces liens entre acteurs et animateurs sont nourris par des éléments qui viennent d'une autre catégorie d'acteurs qu'on appelle les facilitateurs, c'est-à-dire les services publics de l'État, l'administration, à différents niveaux d'évaluation, mais aussi la recherche, l'université, le monde académique, producteurs de connaissances. Ces actions sont sensibles et sont au contact de la société civile et d'un public en général qui formule, ou en tout cas auprès duquel on peut comprendre un certain nombre d'attentes. Bien entendu, il faut aussi des financeurs pour alimenter les actions, et l'ensemble de ces actions forment un réseau d'organisation d'intendance du territoire, réseaux qui peuvent aussi permettre de mettre en contact différents types de projets. L'intendance du territoire a un lien et peut être rapproché de la réflexion sur les communs, au sens de l'action collective décrite et expliquée par Ostrom. La construction d'un commun, en effet, c'est un système de ressources qui rassemble une communauté d'acteurs pour un accès partagé, qui suit un ensemble de règles délibérées et respectées, avec des fonctions de gouvernance partagées. Les conservatoires d'espaces naturels ont mis en œuvre des pratiques d'intendance avec de nombreux gestionnaires d'espaces naturels et ont en quelque sorte rapproché les communs de l'intendance. Les éléments essentiels, c'est effectivement la reconnaissance d'un patrimoine géré dans un ensemble de relations dans l'intérêt général, avec un accent très fort mis au plan concret sur l'action foncière, avec la négociation de conventions, de faisceaux de droits qui travaillent avec les droits d'accès, les usages et la propriété, et tout cela dans l'élaboration collective de documents qui permettent de mettre en œuvre ces actions et qui sont validées, élaborées en commun dans l'ensemble du réseau de l'intendance. L'intendance et le commun permettent en effet de repenser la propriété exclusive et d'introduire la notion de droit d'usage. Elle permet aussi d'appliquer une réflexion sur des milieux semi-naturels où les facteurs humains et les facteurs naturels sont très fortement imbriqués, c'est-à-dire les forêts, les pâturages, les zones humides. Dans ces milieux semi-naturels, les usages et les modes d'occupation du sol peuvent être considérés comme supérieurs en intérêt aux biens, et les pratiques sont essentielles pour mettre en œuvre un certain nombre d'actions. Les enjeux, effectivement, ce sont le fait que l'intendance des milieux puisse être porteur de commun. Alors, quels sont les types de projets qui peuvent illustrer le rapprochement entre l'intendance et le commun et les perspectives que cela ouvre pour la gestion? Cela peut être l'agriculture à haute valeur naturelle et sa reconnaissance à trouver et à raffermir dans la PAC. Cela peut être des actions menées sur des anciens communaux comme sur des terrains privés autour de droits négociés pour le redéploiement du pâturage. Ça peut être aussi la mise en œuvre d'espaces de compensation écologique, leur définition, avec la possibilité d'accorder des droits, d'affecter écologiquement un certain nombre de fonctions de manière pérenne à certains espaces. Nous proposons pour illustrer cela de mettre l'accent sur la gestion d'espaces à enjeu, donc à l'épreuve de l'intendance et du commun, espaces qui sont les communaux, les sectionaux, les espaces en déprise, voire les ZAD. Ces espaces sont souvent en défaut d'intendance et représentent des enjeux très importants. En effet, cela représente des superficies importantes. On considère que pour la France, c'est à peu près 5 millions d'hectares en 1970, avec des disparités
régionale très importante dans la présence dans le territoire de ces communaux et de ces sectionaux. Ces espaces sont des biens qui sont parfois devenus publics. Dans certaines régions, il y a des usages communs dans ces sectionaux et ces communaux qui sont beaucoup plus forts et beaucoup plus résistants que d'autres, comme par exemple en Limousin, dans le Massif central, à plusieurs endroits, Livradois, ses alliés, Plateau ardéchois. Ces espaces communaux et sectionaux font l'objet d'un certain nombre de menaces et de risques par deux processus inversés en dynamique. D'un côté, leur introduction et leur inclusion dans des formes d'agriculture très intensive, dont on connaît les difficultés à assurer des projets de conservation de la biodiversité, et d'autre côté, une déprise et une disparition des usages qui présentent aussi un certain nombre de problèmes localement pour la conservation. Les menaces peuvent être aussi l'artificialisation de ces milieux, voire leur inclusion dans des projets qui sont surtout pilotés par des objectifs de spéculation foncière. L'enjeu est donc de restaurer une gouvernance de ces espaces dans l'intérêt commun, c'est-à-dire de récupérer des droits qu'on peut appeler des droits de communage, des droits qui permettent à une communauté de personnes et d'usagers de pouvoir réutiliser ces espaces dans le cadre de projets où effectivement le bien commun constitue un objectif principal. Donc comme le disent Raphaël et Catherine Larrey en 2019, il s'agit de mettre du commun là où il y a de l'État. Dans le département de l'Aude, et c'est la carte que nous présentons ici, cette réflexion est particulièrement importante. En effet, il y a 8500 hectares de milieux herbacés dans les Corbières, par exemple, qui ont pu être gérés par le Conservatoire du Languedoc-Roussillon et le Conseil départemental de l'Aude. Dans la Haute-Vallée de l'Aude, d'anciens communaux. Dans ce département, 16 communes ont pu signer des conventions pour justement introduire des actions d'intendance du territoire en lien avec des objectifs de bien commun. Et 10 éleveurs ont signé des conventions pour des actions de redéploiement pastoral. La carte que nous montrons montre en bleu les espaces naturels sensibles dans le département de l'Aude et montre en beige et en vert les conventions de gestion signées entre le Conservatoire des espaces naturels Languedoc-Roussillon, désormais Occitanie, et le Conseil départemental avant 2016 et après 2016. En conclusion, nous souhaitons rappeler qu'effectivement, aujourd'hui, les actions de conservation se situent dans un contexte relativement clivant, avec de forts enjeux de politique publique, sur la mise en œuvre de réglementations, sur l'intensité de la délégation à la sphère privée d'actions de conservation. Dans ce contexte, la propriété foncière et les usages des terres sont des points absolument essentiels. Les usages de la terre doivent se faire dans le respect d'un certain nombre de fonctions sociales et écologiques, et pour cela, il faut probablement rénover des outils de régulation publique sur les marchés fonciers. Dans ce contexte, des gestionnaires comme les conservateurs d'espaces naturels sont porteurs d'une expérience très forte et d'un engagement tout aussi fort sur les territoires. Ils souhaitent apporter une réponse. Cette réponse peut passer par l'intendance du territoire et la construction de communs, c'est-à-dire une action éclairée dans l'intérêt collectif avec la conjonction de forces venant de plusieurs acteurs du territoire. Il s'agit de concevoir la nature et les milieux comme des lieux à habiter et pas simplement comme des ressources en leur attachant des droits. Et il s'agit aussi de renforcer juridiquement les usages de la terre en commun. Pour cela, il faut avancer sur des statuts qui sont un peu exceptionnels pour la biodiversité, mais qui permettent de gérer espèces, habitats naturels, mais aussi l'eau, le sol, et de tenir compte des enjeux contemporains de production des ressources pour l'alimentation. Nous vous remercions de votre attention et
qui sont dans la salle, ils seront heureux d'y répondre. Merci. Merci donc à Pascal Marty, et aussi à Claudie Houssard et Sonia Bertrand, et à Jacques Lepard. Alors je crois que Pascal Marty, lui, n'est pas en ligne, donc ça va être difficile de lui adresser des remarques ou des questions. En revanche, Robert Moutard est en ligne. Il y en a, Robert Moutard, une question. Alors je vais vous adresser ces questions pour vous laisser le temps d'y répondre par le clavier. Alors une question très simple, vous avez parlé d'écotones dans votre présentation. Qu'est-ce qu'un écotone? Voilà. Et puis une remarque de François Moutou, de la SNPN, à propos des bouquetins du Bargy que vous avez évoqué. Les bouquetins ont été contaminés de brucellose par les troupeaux domestiques, moutons et chèvres, et pas le contraire. Et il n'est pas prouvé que le seul troupeau bovin découvert contaminé en 2012 l'ait été directement par des bouquetins. Gestion très particulière de ce foyer. Donc c'est une remarque en défense des bouquetins, donc il n'est pas prouvé qu'ils soient reblochonicides comme on les a accusés de l'être. Voilà, donc Robert Moutard, si vous voulez réagir à cette question, à cette remarque, on relaiera vos réponses. Rémi, une première réaction à ce qu'on vient d'entendre? Oui, et peut-être on va demander à Alain de nous rejoindre, oui. Voilà, parce que c'était une première question pour Alain Dutartre. En fait, en écoutant votre présentation, il m'est revenu en tête celle proposée par Patrice Noteghem ce matin avec ce triangle naturalité, culturalité, artificialité. Et au fond, il y avait des termes similaires, puisque sur les trois pôles, enfin tout du moins sur celui de l'artificialité et celui de la culturalité, il y avait le faire contre et le faire avec. Et la proposition sur laquelle vous vous arrêtiez à la fin de votre intervention, c'était sur se faire avec. Mais si je ne me trompe pas, et vous pouvez me contredire, bien souvent ces espèces dites exotiques envahissantes, elles apparaissent dans des milieux qui ont été assez transformés. Et donc qui pourraient se retrouver par rapport à ces trois pôles du côté de l'artificialité. Et donc on cherche à traiter ces espèces, à les supprimer, à les éradiquer dans ces espaces d'artificialité. Et peut-être que de ce point de vue-là, la proposition de culturalité, du faire avec, pourrait être une manière de traiter, de gérer différemment ces espèces. Et du coup, à la fin de votre intervention, vous disiez oui, mais gérer les milieux, quand ces espèces sont là, que fait-on? Donc est-ce que vous pourriez préciser un peu sur pourquoi donner dans la culturalité, dans le faire avec et gérer les milieux, ça ne vous semble pas satisfaisant de ce point de vue-là? Je crois que la difficulté qu'on a, c'est simplement qu'on se retrouve en effet dans un certain nombre de cas avec des espèces exotiques qui s'installent dans des milieux qui ont été endommagés par nos activités antérieures, et que donc elles ont une certaine facilité à s'installer. Ensuite, ce qui se produit dans un certain nombre de cas, c'est que les réactions en termes de nuisance aux usages, parce que c'est souvent comme ça que ça démarre, amènent à des interventions de gestion qui sont quelquefois produites avec en tout cas beaucoup moins maintenant, mais au départ, qui étaient produites dans des conditions qui n'étaient pas du tout efficaces par rapport à l'objectif poursuivi, avec quelquefois un abandon, etc. Donc on s'est retrouvé dans des situations extrêmement compliquées avec des gestionnaires qui avaient testé un certain nombre de choses, ça ne fonctionnait pas. Et donc on était amené à leur expliquer qu'il y avait un certain nombre d'éléments de base en matière d'écologie, de biologie à intégrer. La question qu'on peut se poser à moyen terme, et on l'a vu nous par exemple, moi je l'ai vu étant sur Bordeaux dans un certain nombre de plans d'eau du sud-ouest, c'est que ces espèces qui entrent en compétition avec des espèces indigènes, dans un certain nombre de cas, au bout d'une 15-20 ans, il s'agit de plantes immergées, elles se sont installées correctement, enfin, de façon très importante dans un premier temps. En plus, ensuite, il y a une certaine stabilisation qui s'est produite. Et les réactions des gestionnaires au départ qui étaient enlevez-moi ça, ça ne donnait pas les résultats attendus. Donc au bout d'un moment, on n'intervient que là où on considère que les usages sont effectivement très gênés.
Et la partie écologie du système, elle est moins considérée, moins bien vue. Et par contre, quand on examine un peu globalement ce qui se passe, ces espèces, elles finissent par jouer des rôles, des fonctionnalités écologiques dans ces milieux que ne jouent plus certaines espèces indigènes qui ont régressé auparavant, et donc la compétition est moins importante. Donc on est devant un milieu qui est en train de se transformer. Il y a un certain nombre d'articles récents qui parlent de néo-écosystèmes, avec des espèces dont les fonctionnalités, des espèces exotiques dont les fonctionnalités remplacent des espèces indigènes disparues, ou en compétition, mais quelquefois les espèces ont disparu avant l'arrivée de ces espèces. Donc, je ne sais pas comment répondre à la question que tu poses, en fait, au bout du compte, c'est-à-dire que, après, c'est la valeur, c'est le regard qu'on porte sur l'espèce qui fait un peu la différence. Qu'est-ce qu'on sait dans les années qui viennent des évolutions de certaines espèces indigènes qui vont se retrouver, dont l'aire d'extension va se modifier, pour des raisons climatiques, des raisons de modification, des apports d'eau, des précipitations, etc. Comment est-ce qu'on va considérer ça? Et moi, ma question, le questionnement plutôt, parce que c'est plutôt un questionnement un peu général, c'est de me demander comment on peut arriver à travailler de façon transversale sur l'ensemble de ces problèmes. Quand je rappelais certains des débats que j'ai eus avec certains collègues plutôt conservateurs des espèces, donc qui n'étaient pas d'accord avec les dépenses qu'ils jugeaient inopportunes sur ces espèces exotiques, en fait, on est bien devant des activités humaines qui sont liées à nos représentations, à nos décisions, à la définition de statut. Une espèce rare, protégée, remarquable, une espèce exotique, bon, si elle ne pose pas de problème, elle reste exotique et c'est tout. Si on en fait une espèce, on lui donne un statut d'envahissant parce qu'elle nous gêne vraiment, c'est toujours une décision humaine avec les connaissances du moment, et ces connaissances, elles évoluent en permanence, quoi. Donc, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, je sais qu'on n'y arrivera pas, mais à gérer ça de cette façon-là, mais je pense que c'est vers ça qu'il faudra arriver à se tourner. C'est-à-dire, ce qu'a expliqué Patrice Nantegem, j'ai découvert un certain nombre de choses, j'ai trouvé ça tout à fait intéressant, mais je ne sais pas comment traiter ça de cette manière-là, quoi. Désolé. Non, mais bon, c'était un point d'éclaircissement. C'était aussi pour comprendre ce que signifiait cette proposition du faire avec, et au fond, ce qui fait écho au colloque précédent sur les nuisibles. C'est comment fait-on pour faire avec et pour cohabiter avec des espèces que l'on dit exotiques envahissantes? On ne cohabite pas avec des espèces que l'on commence par dénominer envahissantes. Donc c'est ça, comment fait-on pour quitter cette position? Et c'est ce que vous évoquez à la fin de votre proposition, mais tout en restant dans cette perspective des espèces exotiques envahissantes. La question, c'est la question des choix humains qui sont faits à partir des connaissances disponibles sur telle ou telle espèce, et dans des conditions d'observation, de réaction sociale, etc. La plupart des interventions de gestion qui ont été mises en place il y a une trentaine d'années, c'était sur des gènes aux usages. Dans le sud-ouest de la France, sur les plans d'eau, c'était un archétype de ce type de fonctionnement. Ça voulait dire que c'était les usages qui étaient gênés, il fallait faire quelque chose, et la demande, c'était il faut s'en débarrasser. Ça ne marche pas, évidemment. Après, la question du fonctionnement des fonctionnalités dans les écosystèmes, elle commence seulement à être examinée depuis une dizaine d'années. Parce qu'en fait, les espèces, elles sont là pour se développer, comme c'est ce que toutes les espèces font sur la planète, gagner l'univers. C'est ce que nous on fait aussi parfaitement, sauf qu'on s'est mis dans quelques difficultés, mais on est bien devant ces fonctionnements-là. Après, c'est le fonctionnement c'est les équilibres permanents au sein des communautés qui permettent de réguler ça. Ça veut dire que tel statut qu'on aura défini pour telle espèce en lui disant, on sait qu'elle est exotique parce qu'on sait d'où elle provient, ça c'est un fait. Par contre, le statut envahissant, c'est quelque chose dont la communauté humaine, à un moment donné, a délégué des gens pour définir un statut. Ce statut, on peut le modifier au fil du temps en fonction de l'ensemble des faits qu'on va pouvoir réexaminer dans le passé, dans le futur évidemment, parce qu'en fait je pense qu'on est vraiment dans des difficultés de compréhension. On n'est pas au bout de l'ensemble des faisceaux de connaissances nécessaires pour gérer correctement toutes ces espèces.
Alors, on a pas mal de questions sur les espèces exotiques envahissantes. On en a aussi plusieurs qui s'adressent, notamment sur la question des communs, qui s'adressent donc qui visent la dernière intervention. Pascal Marty n'est pas en ligne, mais je crois que Claudie Houssard est avec nous dans la salle. Donc, si vous voulez bien nous rejoindre, et le temps que vous nous rejoigniez, on va peut-être poursuivre sur la question des EE. Une remarque de Jacques Tassin du CIRAD: à la fin des années 90, les espèces envahissantes étaient placées, notamment par les lycéennes, au second rang des facteurs de perte de biodiversité. Elles sont rétrogradées dans le dernier rapport de l'IPBES au 5e rang. Comment interpréter un tel changement? Elles sont moins vaillantes que par le passé? Je ne suis pas du tout persuadé qu'elle soit vaillante. Après, c'est peut-être les autres facteurs qui ont été analysés de façon un peu plus précise et qui permettent ce changement de classement. Personnellement, je suis toujours un peu méfiant devant ce genre de classement dont j'ignore un petit peu les modalités de calcul quand même. Ok. Alors une autre remarque sur les EE. Au vu de l'ampleur de l'invasion des EE avec des arrivées permanentes dans tous les milieux, dû notamment aux échanges commerciaux et aux efforts considérables et parfois inutiles en termes de temps et de budget, ne faudrait-il pas accepter l'expansion de ces EE chez nous et accepter que nous sommes dans une période de transition? Nos espèces endémiques, alors ça c'est une autre remarque de la même personne, Jenny Bernard, nos espèces endémiques constituent également des EE ailleurs dans le monde. Par exemple, le spirographe de Méditerranée qui constitue une espèce exotique envahissante en Australie notamment. Alors sur cette question des faut-il vivre avec, vous l'avez déjà pas mal évoqué. Alors, le vivre avec, cette vision, enfin cette proposition, elle peut s'installer dans la mesure où on peut considérer que la gêne aux usages et ou aux écosystèmes, elle n'est pas significative, elle n'est pas très importante. Sinon, on est amené à intervenir. Donc, en fait, c'est une démarche qui ne peut pas s'appliquer dans tous les lieux et sur toutes les espèces. Et on peut avoir à intervenir sur une espèce parce qu'elle pose une vraie difficulté, une difficulté sociale, par exemple. Je pense qu'au départ, les demandes qui étaient faites, c'était des demandes d'élus qui se retrouvaient avec des usagers qui n'étaient pas du tout satisfaits de l'évolution des milieux dans lesquels ils pouvaient avoir appliqué tel ou tel usage. Donc, on est en train de réfléchir, d'amener la réflexion à un niveau plus important, plus transversal. Et je pense que c'est vraiment vers ça qu'il faudra aller, parce que on va se retrouver, de toute façon, les flux d'espèces exotiques, ils continuent d'arriver. On a régulièrement de nouvelles espèces qui arrivent. Donc, réfléchir aux démarches à mettre en œuvre, d'une part pour les repérer beaucoup plus tôt, pour développer de la prévention, et puis appliquer un principe de précaution. Alors ça se discute encore à l'infini, hein. J'ai pas de solution miracle sur le sujet, mais je pense que la prise de conscience dont j'ai parlé à plusieurs reprises, elle me paraît extrêmement importante parce que ça permet d'envisager les choses de façon un peu plus transversale, un peu plus globale, et le monde, enfin en tout cas l'interface de gestion, donc dans les services gestionnaires qui interviennent, etc., il y a de plus en plus de gens formés, et c'est ce qui permet aussi que les actions soient de plus en plus efficaces, en étant sans doute mieux installées là où elles doivent l'être, et pas régulées de n'importe quelle manière, quoi. Donc, on est bien devant quelque chose. C'est pour ça que j'ai parlé d'apprentissage. Je considère que... Enfin, je travaille sur ces questions-là depuis longtemps, et j'ai toujours l'impression d'apprendre, quoi. Donc, d'être en apprentissage. La gestion des EE a-t-elle un sens si on ne regarde pas ce qui se passe après? Ne faut-il pas passer du langage négatif lutte contre les EE à un langage positif restauration des écosystèmes natifs? Tout à fait. Là-dessus, on est tout à fait d'accord. Là aussi, vous l'avez évoqué tout à l'heure. J'ai bien parlé tout à l'heure de la nécessité de modifier notre sémantique. Et on est sans arrêt, Emmanuel et un certain nombre d'autres personnes, là-dessus on travaille à la mesure du possible, pour essayer d'éliminer tout le discours... tous les discours biaisés, médicaux, guerriers, etc., sur ces espèces. Ça n'a aucun sens, quoi. Elles ont autant de droits, ces espèces, à être sur la planète que nous, quoi, d'une certaine manière. Sur la planète, oui, mais partout sur la planète? Qu'est-ce qu'on fait, nous?
Il y a des cas où les EE sont accueillis à bras ouverts. Emmanuel Sarah, avec qui vous avez collaboré, travaillait récemment sur le crabe bleu, qui est encore considéré, pour combien de temps je ne sais pas, comme une espèce envahissante dans les temps de Thau, mais qui est plutôt très, très bien accueilli dans le delta de l'Èbre, parce que c'est un animal très productif, qui se vend bien, qui est délicieux. Les pêcheurs trouvent que c'est une ressource tout à fait intéressante. Pourquoi s'en priver? Absolument, mais c'est aussi une des difficultés qu'on rencontre avec beaucoup d'autres de ces espèces, quoi. Après, c'est pour ça qu'on a besoin de réfléchir globalement. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va résoudre tous les problèmes, hein. Et du point de vue des espèces marines, on a d'ailleurs un gros souci, parce que la seule chose qu'on puisse faire correctement, c'est la prévention, hein, une fois que... Alors, des questions donc sur les communs. L'approche d'Ostrom, donc on parle d'Elinor Ostrom, prix Nobel d'économie en 2009. Donc son approche très documentée montre que les communs fonctionnent comme une troisième voie entre nationalisation et privatisation. En revanche, elle ne montre pas comment les communs se mettent en place. Dès lors, pour cette phase complexe de mise en place, que proposent les SEN? C'est demander beaucoup aux SEN de compléter les travaux d'un prix Nobel d'économie. Non, mais en fait, on s'est appuyé sur les SEN parce que, voilà, Jacques Lepard était président d'un conservatoire, il était vice-président de la Fédération des conservatoires, mais globalement, ce qui est décrit dans l'intendance, c'est ce que font les gestionnaires, la plupart des gestionnaires, hein, que ce soit des gestionnaires de réserves naturelles, des gestionnaires de terrains du conservatoire du littoral, par exemple. Donc, ça se met, en fait, c'est des choses qui se font, mais qui ne se disent pas. Et l'intérêt d'utiliser le terme intendance du territoire, peut-être qu'il ne convient pas, hein, mais ça permet de caractériser des actions qui font remonter l'intérêt général sur la gestion des milieux naturels ou semi-naturels, hein, parce que la plupart du temps, on l'a dit, là, on est sur des milieux comme la forêt, les pâturages, des milieux où l'homme intervient fortement. Donc c'est ça, c'est dire ce qui ne se dit pas. Donc voilà, c'est peut-être en le disant, lui donner de l'importance et ramener l'intérêt général où il doit être sur le patrimoine. Voilà. Alors une autre question une autre remarque et question, oui, sur les communs, à propos de la présentation sur les communs, très intéressante comme les autres. Merci. Il y a en effet de plus en plus d'analyses tendant à demander d'avancer sur ces questions de propriété de la terre. Les conservateurs d'espaces naturels, comme par exemple l'ASPAS, donc l'Association pour la sauvegarde et la protection des animaux sauvages, ou autres associations, doivent acquérir des espaces pour les soustraire à des activités privées à impact négatif. Ne faut-il pas remettre plus largement en cause aujourd'hui la propriété privée du sol et de la nature en raison des enjeux d'intérêt général et commun pour la biodiversité et pour l'eau? Diantre, nous voilà revenus à une proposition d'économie soviétique. Ne faut-il pas monter un collectif d'associations et de juristes et de parlementaires pour l'interrogation afin de définir les modalités, nouveaux statuts, limitation à la liberté totale d'usage des propriétaires pour l'intérêt général à proposer pour faire évaluer le sacro-saint Code civil? Oui, enfin, sans aller plus loin, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent, on l'a vu sur le bilan foncier des conservatoires, hein, il y a les chiffres datés d'ailleurs, hein, parce que c'est plutôt 180 000 hectares au total de gestion, et une très faible partie, hein, c'est de l'ordre de 15 000 hectares en propriété des conservatoires, le reste c'est des conventions, hein, qui sont convenues avec des propriétaires, qui sont attachés à leur patrimoine, et ça c'est l'intérêt de l'intendance qui met non seulement en valeur l'intérêt scientifique, hein, sur des espèces remarquables ou voire des espèces communes, mais qui met aussi qui donne de l'importance aux dimensions historiques, à l'attachement des propriétaires
à leur patrimoine, etc. Donc voilà, ça se fait sans passer par comment dire, on ne va pas passer par le communisme, on ne va pas remettre le communisme en place. On dit entre marché et public, ou État, l'intendance, ou les communs, le rapprochement entre intendance et commun. Certains voient les choses autrement. Ça peut être entre la démarche verticale de l'État, on va dire la souveraineté d'un État, et puis un collectif qui se crée localement. Voilà, c'est des choses qui se font. En tout cas, il y a des résultats. On voit le bilan des conservatoires. Si on regarde le bilan des gestionnaires d'espaces naturels sur l'ensemble du territoire national, il est assez important. Et on a fait l'intendance, là, c'est dans le cadre d'un programme européen avec des Espagnols et des Italiens. Donc on a croisé. Moi, personnellement, j'ai découvert c'est le land stewardship, donc qu'on a traduit. Les Canadiens parlent d'intendance du territoire, et on a fait une enquête au niveau de l'Europe dans le cadre de ce programme LIFE. Et en fait, beaucoup de gestionnaires, c'était une majorité de gestionnaires, disaient pratiquer l'intendance. Voilà. Donc voilà, on est avec souvent des propriétaires qui ont un patrimoine, qui sont relativement fiers de ce patrimoine, et qui vont trouver un gestionnaire comme un conservatoire pour le préserver, pour le protéger. Et dans cet univers-là, ce paysage-là, comment est-ce que vous situez le travail du conservatoire du littoral? Est-ce que c'est de la nationalisation, c'est l'État qui achète, ou bien est-ce que c'est un peu entre les deux? Est-ce que vous situez ça dans... Il y a des moments où le patrimoine, et en particulier quand les pressions sont extrêmement fortes, comme sur le littoral, il faut passer par de l'acquisition foncière. Donc c'est le rôle du conservatoire du littoral. Alors on est évidemment dans de la réglementation très forte. Après, le conservatoire du littoral ne gère pas ces terrains. En priorité, il est fait gérer par des collectivités, mais pas toujours, parce que certaines collectivités ne se sentent pas capables ou ne veulent pas s'engager là-dedans parce que ça peut créer des conflits, etc. Donc des gestionnaires comme les conservatoires d'espaces naturels gèrent des terrains du conservatoire du littoral. Donc on est dans du mi-chemin, parce que l'intendance, ça n'implique pas forcément, ça peut impliquer des démarches réglementaires, d'aller vers une réserve naturelle, régionale ou nationale, d'aller vers un arrêté de protection de biotope. Voilà, donc voilà, vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est remettre l'intérêt général en avant par l'intendance. Alors, une remarque plus qu'une question pour faire suite à ma question de midi c'est la même personne, donc Philippe Tanchou de l'Université d'Orléans, qui nous écrit: pour faire suite à ma question de midi sur l'absence du thème patrimoine dans les mots de la matinée. Donc on a répondu que le mot n'avait pas été prononcé, mais qu'en fait on n'avait parlé que de ça. La réponse web faite de l'article L110.1 du Code de l'environnement sur le patrimoine commun de la nation résume celui-ci à sa seule valeur de ressource commune, ce qui est bancal et incomplet. La conclusion de Pascal Marty sur la relecture de la nature comme lieu à habiter et non comme ressource, et sur les usages de la terre en commun, me paraît une revalorisation indispensable de la dimension patrimoniale de la nature, qui est trop souvent oubliée, et au risque de faire perdre le sens de la patrimonialisation en cours, qui ne se résume pas à préserver la ressource pour les générations à venir. Vous partagez ça? Oui, complètement. C'est vrai que, on peut être fier je ne sais plus comment c'est dit, la biodiversité, c'est le patrimoine commun de la nation, mais les juristes, ce matin on a dit que le droit était amené de la technocratie, mais par contre on a réellement besoin des juristes pour appréhender tout ça et donner de la force en particulier à ce patrimoine commun de la nation, parce que ça n'a aucune force pour protéger et pour conserver. Donc voilà, il faut à chaque fois, approfondir et je pense que sur l'intendance, là, on a vraiment besoin des
des juristes, hein, en particulier, vont se développer des paiements pour services écosystémiques. Donc là c'est pareil, il y a vraiment besoin d'aller jusqu'au bout pour savoir le service écosystémique, à qui appartient-il, par qui peut-il être approprié, etc. Donc on peut faire de l'intendance avec ces paiements pour services écosystémiques, mais il faut y réfléchir et y réfléchir avec les juristes. Alors, on a la réponse, les réactions de Robert Moutard. En ce qui concerne, donc là, il y avait une question, qu'est-ce qu'un écotone? En ce qui concerne les termes d'écotone, donc la définition, interface, ligne de contact entre deux milieux naturels, en l'occurrence entre deux zones bio-végétales, l'une de prairie, l'autre de surface boisée. On est ici dans un paysage classique, bien répandu en Franche-Comté, les pré-bois. Et puis à propos de l'origine de la brucellose, les services décentralisés de l'État ont effectivement toujours présenté le vecteur de contamination comme étant à sens unique, provenant de la faune sauvage et impactant le cheptel. Il conviendrait de lancer des investigations plus approfondies en interrogeant des laboratoires indépendants pour obtenir un éclairage plus pertinent sur la question. Le même débat concerne le sens des flux de la propagation de la brucellose. Les éleveurs affirment que les bouquetins font de trop fréquentes incursions dans les alpages. Ils ne sont pas chez eux. Enfin, voilà. Les associations veillent sur le sort de Capra ibex. Les associations veillant sur le sort de Capra ibex soutiennent que le bétail n'est pas suffisamment contrôlé et parqué pour éviter d'empiéter sur l'espace vital des bouquetins. Voilà, c'était la réponse de Robert Moutard. Un mot pour conclure, j'ai une autre information qui est arrivée, mais je vous la dirai après. Oui, moi je voulais juste revenir sur, faire le lien entre la présentation de Robert Moutard et puis cette présentation à plusieurs voix sur l'intendance. Il me semble que c'est très intéressant justement de faire intervenir la notion de commun, et ça montre très bien comment elle est au cœur des problématiques de protection de la nature, parce qu'au fond, dans la présentation, Pascal Marty citait une phrase de Catherine et Raphaël Larère sur mettre du commun là où il y a de l'État. Et en fait, on pourrait dire de façon plus générale qu'il s'agit de retrouver un meilleur équilibre entre commun, État et marché, qu'il s'agirait de cantonner un peu plus, parce que si on regarde la deuxième présentation, lorsqu'il s'agit de protéger un espace qui est relativement peu transformé encore, l'essentiel c'est de mettre plutôt là de l'État que du marché, là où il pourrait venir s'installer. Et donc c'est bien une question d'équilibre entre parfois des modes de gestion plus horizontaux pour échapper à cette verticalité, mais parfois aussi remettre de l'État plutôt que du marché qui est en train de s'insinuer dans certains autres espaces. Donc je trouve ça très intéressant, l'approche par les communs de ces problématiques de protection de la nature. Alors, l'information qui m'est parvenue, c'est que le café est servi, et que donc, alors ça ne concerne évidemment que ceux qui sont en présentiel. Pour ceux qui sont en distanciel, on ne sait pas faire, mais on vous invite à vous débrouiller avec la machine à café de votre bureau.